Merci Noémie. Vous restez avec nous, vous continuez à participer à distance à cette discussion. On va présenter nos autres invités. Georges Fenech, bonjour, merci d'être là. Vous êtes consultant aujourd'hui pour CNews, mais vous avez été magistrat, donc vous connaissez évidemment bien ce monde judiciaire. À vos côtés, l'avocat pénaliste que vous êtes, Pierre Farge, nous sera évidemment précieux également. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis Marie Aubazac, qui travaille au service police-justice de la rédaction et qui a bien aussi suivi cette enquête. Marie, énormément d'affect évidemment pour ce drame familial qu'on a suivi comme un feuilleton finalement devenu de plus en plus sordide à mesure des révélations. Alors, sous les traits juvéniles de ce Jonathan Daval, on a découvert un inconnu, au fond, un monstre froid. C'est ça qui a frappé les esprits. Oui, effectivement, et c'est aussi ces multiples versions qu'a donné Jonathan Daval, puisque si on rappelle un petit peu, on se souvient d'abord de ce rôle de veuf éploré qu'il a joué pendant plusieurs mois, puisqu'il avait d'abord dit qu'Alexia avait disparu. Il était allé signaler sa disparition au mois d'octobre 2017. Il avait dit que sa femme avait disparu après un footing. Lorsque le corps d'Alexia est retrouvé quelques jours plus tard, il va participer à une marche blanche, prendre la parole. Il va être en deuil aux côtés de ses beaux-parents, Isabelle Fouillot et Jean-Pierre Fouillot, qui ont donc témoigné ce matin. Et puis ensuite, Jonathan Daval, il va être placé en garde à vue. Là, il va avouer avoir tué son épouse. Il nie par contre avoir mis le feu au corps. Et puis finalement, au mois de juin 2018, retournement de situation, il demande à être entendu par le juge d'instruction. Là, il va accuser son beau-frère d'avoir étranglé Alexia lors d'un dîner en famille. Il parle à ce moment-là d'un complot familial. Et puis finalement, quelques mois plus tard, au mois de décembre, à nouveau, retournement de situation. Il est confronté à sa belle-mère, à Isabelle Fouillot. Il va à nouveau admettre que c'est lui et lui seul qui a tué Alexia. Noémie Schulz, malgré toutes ces versions qui ont divergé au fil du temps et certaines plus rocambolesques les unes que les autres, les enquêteurs, ils ont toujours été assez vite sur la piste de cet homme. Ils avaient des doutes très tôt sur les versions qu'il a données. La première version où il se disculpait totalement. Ah oui, absolument. On a entendu le gendarme, directeur d'enquête, le patron de la section de recherche de Besançon, qui a été entendu le premier jour et qui a dit, au bout de 48 heures, on avait déjà de sérieux doutes sur Jonathan Daval. Il faut dire qu'il y a eu très vite des éléments qui sont venus troubler les déclarations qu'il avait pu faire. Notamment, il avait dit qu'il n'était pas sorti de chez lui cette nuit-là. Et il y a un voisin qui rapidement est interrogé et dit que vers 1h30 du matin, il entend le bruit de la voiture de ses voisins, donc les Daval, qui, en passant sur une plaque qui est en bas de chez lui, fait toujours du bruit. Et il avait regardé l'heure de son réveil, donc il savait que c'était au milieu de la nuit. Il y a donc très rapidement, il y a eu des éléments. La voiture de Jonathan, sur laquelle il y a un tracker qui avait été installé par son employeur. Et donc on a rapidement su aussi quels avaient été ses déplacements. Mais on a quand même laissé s'écouler 3 mois avant de l'arrêter, Jonathan Daval. Alors le président de la cour d'assises a posé la question au gendarme, a dit est-ce qu'on n'aurait pas pu aller un peu plus vite et s'épargner notamment ces 3 mois où on a vu Jonathan Daval éplorer, prendre la parole, participer aux marches blanches, voilà tout ce qui a contribué aussi à la médiatisation de cette affaire. Et le gendarme a dit on a attendu d'avoir vraiment un maximum d'éléments pour le confronter. Et même avec tous ces éléments, la première fois où il est arrêté, Jonathan Daval, placé en garde à vue, c'est au 5e interrogatoire des gendarmes qu'il va craquer et qu'il va finir par reconnaître avoir tué Alexia. Au début, il parle d'un accident, mais les 4 premiers interrogatoires, il nie, il dit il s'est rien passé, j'ai rien fait. Donc effectivement, il y a eu ce temps, mais le temps aussi de rassembler les preuves. Mais la question a été soulevée. Est-ce qu'on n'aurait pas pu aller un peu plus vite et s'épargner ces 3 mois de comédie en fait jouée par Jonathan Daval? Pierre Farge. L'avocat pénaliste, compliqué ce genre de procès, pas sur l'issue, parce qu'on la connaît à peu près, mais sur tout ce que ça remue. Et puis pourquoi on se passionne autant pour ce genre de procès très médiatique finalement? Oui, effectivement, c'est un fait divers qui est hors du commun. Moi, je ne veux pas préjuger de ce dont disposera la cour d'assises. Je pense que ça intéresse véritablement l'opinion. Le fait divers prend toute cette ampleur parce que l'opinion cherche à comprendre, cherche un mobile. Voilà. Et à ce jour, il n'y en a pas. Moi, je risque une hypothèse, évidemment, qui n'engage que moi. Oui. Je pense qu'il y a une homosexualité refoulée de la part de M. Daval, qui apparaît, j'ai évidemment pas accès au dossier. Je n'ai pas eu connaissance des expertises psychiatriques qui ont eu lieu, mais il y a un certain nombre d'éléments, des faisceaux d'indices qui apparaissent tout au long de la procédure,
qui laissent présumer cette éventualité. Je pense par exemple à l'absence du père, qui est mort d'un infarctus quand il était très jeune. Il était moqué par ses camarades dans la cour de récréation. Il y a 12 ans, c'était peut-être pas l'homosexualité n'était pas rentrée dans les mœurs comme aujourd'hui. Il y a 12 ans, on est en province. C'était peut-être pas accepté de la même façon. Et puis surtout, on a appris dans le cadre de l'instruction que monsieur, il a même reconnu, n'a pas accepté d'être substitué par des jouets sexuels par son épouse. Il y avait des problèmes d'érection. Voilà. Bon, je alors, pense que tous ces éléments... Pour vous, c'est le mobile, mais néanmoins... non, mobile de haine, ça paraît un peu léger, non, mais il y a autre chose de plus fort derrière, parce qu'on ne sait pas s'il y a eu préméditation, hein, c'est impossible de le dire dans cette affaire. A priori, ça n'a pas été tranché, mais néanmoins, il y a des moyens d'en sortir. Il aurait pu divorcer, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont passés par ce genre d'épreuves personnelles et qui s'en sont sortis très bien. Donc, on est d'accord, l'homosexualité n'explique pas tout. Non, mais ce serait un élément clé qui n'a pas été apporté jusqu'ici. En tout cas, au cours des débats, ça n'a jamais été évoqué. Oui, c'est votre avis. Mais après, on vous laisse la paternité du propos, bien sûr. Depuis lundi, c'est absolument pas une hypothèse qui a été ni du côté de la défense, ni du côté des partis. Confirmé. Alors, Noémie veut préciser quelque chose, puisqu'elle a eu accès quand même à l'enquête et à l'audience, surtout. Oui, je suis un petit peu étonnée parce qu'effectivement, c'est un avis personnel peut-être, mais ce n'est absolument pas quelque chose qui ressort jusqu'à présent. On arrive presque à la fin de la troisième journée d'audience, même si elle est loin d'être terminée parce qu'on va ensuite passer à l'interrogatoire de Jonathan Daval. Il y a beaucoup de théories qui ont été développées, notamment par les avocats de la partie civile. Est-ce que Jonathan Daval a cherché à empoisonner un peu à petit feu son épouse? C'est une des théories. Il y a eu la question aussi d'un viol post-mortem, pardon pour ces mots un petit peu cru, mais tout ça a été plutôt balayé par les experts qui sont venus témoigner, mais il n'a été question à aucun moment de la sexualité ou de l'homosexualité de Jonathan Daval. Je crois que c'est quand même important de préciser les choses. En revanche, et c'est soulevé en ce moment à travers les auditions des parents, il y a ce rapport notamment particulier à sa belle famille. L'avocat Randall Schwerdorfer vient de demander à Isabelle Fouillot, est-ce que vous ne croyez pas qu'il était un peu tombé amoureux de votre famille? Jonathan Daval, il appelait sa belle-mère maman. Elle dit, ben oui, effectivement, mais pour moi, il n'avait pas d'autre maman. Or, la mère de Jonathan Daval, elle est là, elle est présente à ce procès, et il allait même la voir tous les jours à l'époque où il était en couple avec Alexia. Donc là, bien sûr, il y a des éléments extrêmement intéressants de personnalité, mais je pense qu'il faut rester quand même sur les faits tels qu'ils sont développés dans ce procès. Georges Fenech, merci. On reviendra vers vous pour parler du comportement qu'il a eu jusqu'à présent, hein, Jonathan Daval, dans le box. Là aussi, ça a été beaucoup commenté, y compris sur notre antenne. Georges Fenech, qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que ça révèle aussi de notre société, le fait qu'on se passionne pour des faits divers de plus en plus? Bien, moi, je ne dirais pas, comme Maître Farge, pour qui j'ai beaucoup d'admiration dans son travail, que c'est un fait divers hors norme, hors du commun. Parce que vous savez, les crimes conjugaux, malheureusement, ça peuple les assises. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors pourquoi celui-ci retient l'attention? Ce qui n'enlève en rien au caractère extrêmement grave, évidemment, ouais, et très tragique, hein, de toute cette histoire. Ce qui attire, à mon avis, l'attention des citoyens aujourd'hui, tous ceux qui suivent cette affaire, c'est qu'au fond, on est dans un milieu, je dirais, familial bien français, où tout semble aller bien. Ce sont des gens honorablement connus, qui travaillent, ce sont des personnalités, je dirais, quasiment ordinaires, quoi, dans lequel va se produire à huis clos cette tragédie, ce crime. Voilà. Et donc, ça interpelle. Il y a un sentiment d'identification. Où on essaye d'expliquer quasiment l'inexplicable. Comment ça peut se produire dans un tel milieu aussi stable, où le gendre est considéré comme un vrai fils par sa belle famille. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que cet homme ait pu jouer effectivement le veuf et pleurer pendant tout ce temps et tromper la France entière? Comment est-ce possible qu'ensuite il ait eu ce courage absolument affreux de brûler le corps de son épouse, de nier, de créer aussi l'idée d'un complot familial? C'est cette personnalité-là qui intéresse au fond les Français. Parce que des crimes entre conjoints homosexuels et féminicides, malheureusement, ça existe beaucoup. Donc, on essaye de comprendre quelle est la personnalité de Jonathan Daval et quelle est au fond la véritable raison de ce crime, alors que tout s'est passé dans un huis clos et il n'y a que lui dans sa tête, encore que lui-même
Est-ce qu'il sait jusqu'au bout des choses qu'il lui a pris? Parce qu'on voit bien que dans ce genre d'affaires, ça commence toujours par un déni, et puis petit à petit, ça se délie. C'est un parcours psychiatrique quelque part, pour arriver à dire toute la vérité. Moi, je crois beaucoup à la magie de l'oralité d'une audience. La cour d'assises, c'est l'oralité. Et souvent, on a vu dans des affaires les langues se délier, les esprits se libérer et la vérité éclater. Peut-être que d'ici vendredi, on aura plus d'explications, mais il n'y a que lui qui peut les donner. Noémie qui veut compléter ce propos peut-être sur la personnalité de Jonathan Daval, et puis on va vous laisser partir parce que je crois qu'après on va être amené à l'entendre dans le box. Oui, non, d'un mot d'abord sur les raisons de l'ampleur de ce fait divers. Je crois qu'il faut se souvenir, ça tient quand même beaucoup à ce mensonge, le mensonge originel. Jonathan Daval qui va à la gendarmerie et qui déclare que sa femme est partie faire un jogging, qu'elle a disparu. Et à l'époque, d'ailleurs encore aujourd'hui, une disparition de joggeuse. Et on a eu plusieurs faits divers en France assez marquants. Ça marque les esprits. Et puis ensuite, il y a eu effectivement ces mensonges, ce veuf éploré soutenu par ses beaux-parents. 3 mois après, il est arrêté. Et puis, il dit que c'est un accident. Et puis, 3 mois après, il reconnaît qu'ils se sont disputés. Puis après encore, il se rétracte et dit finalement c'est mon beau-frère qui l'a tué. Bon, tout ça a contribué quand même à la médiatisation de cette affaire et donc au fait que ce procès était très attendu. Et effectivement, d'un mot, la personnalité de Jonathan Daval, en tout cas son attitude pendant ce procès, on va en savoir plus cet après-midi avec son interrogatoire quand il va enfin commencer. C'est toujours un peu étonnant, frustrant aussi ces procès d'assises où on n'entend quasiment pas l'accusé pendant des jours et des jours d'audience. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un jeune homme qui, quand il pouvait disparaître littéralement dans le box, s'enfoncer sur son banc, se boucher les oreilles pour échapper à des récits trop durs, eh bien il le faisait. Il l'a fait hier quand le médecin légiste a fait décrit le rapport d'autopsie. Aujourd'hui, je pense qu'on lui avait dit qu'il fallait qu'il fasse face à ce qu'il allait entendre, donc il est resté droit. Il a écouté son ancien beau-père, son ancienne belle-mère s'adresser directement à lui, le regarder, l'interpeller parfois. Il a toujours gardé la tête baissée, il n'a jamais, me semble-t-il, croisé leur regard, sans doute était-ce trop difficile. Et il a, me semble-t-il aussi, versé des larmes quand la mère d'Alexia a lu une lettre qu'elle a retrouvée dans les affaires de sa fille, une lettre que Alexia avait écrite quand elle avait à peu près 23 ans, où elle dit « Mon Valentin », elle lui fait une déclaration d'amour, elle dit qu'elle a besoin de lui. Là, il m'a semblé que Jonathan Daval pleurait, mais c'est vrai qu'on attend maintenant de l'entendre et d'entendre ses explications, si tant est qu'il soit possible d'en donner. Merci beaucoup, Noémie Schulz, d'avoir pris part à cette discussion. On remercie également David Brunet pour la réalisation de ce duplex et on vous laisse repartir dans la salle d'audience. Merci d'avoir pris le temps. Pierre Farge, revenons à ces procès d'assises qui sont très éclairants aussi, à la fois donc, sur la personnalité des accusés, mais aussi sur la manière dont ils peuvent basculer dans leurs propos, dont on peut pas soutirer des informations, mais les faire craquer. Les parents, là, ils peuvent être instrumentaux dans ce sens, sachant le rapport qu'il y avait entre eux à l'époque. Il y a une pression énorme dans une cour d'assises, c'est évident. Il y a une pression qui précède pendant des semaines auparavant, et puis qui va crescendo à l'annonce du verdict. Ce qui suscite un tel engouement de l'opinion, je pense, au-delà de la condamnation qui sera prononcée, c'est qu'on cherche toujours dans un procès pénal, et particulièrement aux cours d'assises, d'expliquer, de comprendre. C'est l'objet des débats, c'est l'objet des confrontations, c'est l'objet de la mise en présence des parties civiles avec l'accusé. On essaie de pousser chacun dans ses retranchements pour qu'il s'explique, qu'il essaye d'expliquer pourquoi il y a eu ce déclic, cette violence incontrôlée. C'est aussi ce qu'on rappelait, n'ont eu de cesse, Marie Aubazac, de rappeler les parents. On est là, dès le début de l'audience, pour dire on veut comprendre, on veut savoir. Oui, effectivement, depuis lundi, c'est ce que répètent inlassablement les parents d'Alexia. Ils l'ont réexpliqué tout à l'heure lorsqu'ils ont été entendus par cette cour. Le père d'Alexia s'est adressé d'ailleurs directement à Jonathan Daval. Il a dit, je cite, « Pourquoi Alexia a-t-elle été assassinée? Pour une dispute, une relation sexuelle, parce qu'elle voulait te quitter. Jonathan, c'est un assassinat, un massacre dont on parle. » La mère d'Alexia, elle le dit depuis le début, elle espère que cette confrontation va entraîner un déclic chez Jonathan Daval pour connaître enfin la vérité, car elle ne croit pas à la version qui est avancée par Jonathan Daval concernant cette dispute ce soir-là. Il a expliqué qu'il avait
pété les plombs parce qu'il devait faire face à une énième crise d'hystérie de la part d'Alexia, parce qu'il venait en fait de refuser d'avoir un rapport sexuel avec elle et que le couple essayait d'avoir un enfant. Ça, c'est la version de Jonathan Daval, et pour la famille d'Alexia, ça ne tient pas. Il ne cesse de répéter que ce n'était pas une femme colérique, par exemple. C'est tout le temps qu'il nous restait. Merci beaucoup, Georges Fenech. Dommage. Désolé, oui, mais si on déborde, c'est Damien Fleureau qui va être très mécontent. Merci Pierre Farge d'être venu sur ce plateau, et merci bien sûr Marie. Dans un instant, Damien Fleureau, on va revenir au projet de loi sur le séparatisme qui a changé de nom de multiples fois et qui a encore une nouvelle appellation aujourd'hui. A tout de suite sur CNews. Voilà, je suis étudiante, mais surtout, je veux monter ma boîte. Ah ouais, c'est un drôle de hobby, ça. Bah, pourquoi? Bah, c'est sérieux de monter une boîte. À votre âge, vous n'avez pas plutôt envie de sortir en boîte? Vous avez raison. Voilà. Il faut que je sorte. Avec Start étudiant entrepreneur, le CIC vous propose un prêt à taux zéro pour faciliter vos premières démarches. CIC, reconstruisons dans un monde qui bouge. We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bids. We don't need to stare into space and expand our minds. We don't need to make love or make music or make time. Cause the sun still shines, even if we miss the sun's rise. You don't need to drive, you don't need it to live, just to feel you're alive. Bonsoir à tous et bienvenue à l'heure des pros. Nous sommes ce soir avec Véronique Jacquier, avec Sophie Obadia, avec Yvan Rufol et puis avec Jean-Loup Bonamy. C'est la deuxième fois que vous revenez. Quand la psychose fait dérailler le monde, vous nous aviez fortement impressionné la dernière fois lorsque vous êtes venu. Vous êtes philosophe, vous êtes spécialiste en géopolitique. Vous n'avez pas changé d'avis ? Non, au contraire. Je suis encore plus conforté dans mon opinion. C'est-à-dire que je pense que le confinement n'est pas la bonne stratégie. C'est un confinement light, là, léger. Light ou hard, c'est une mauvaise stratégie dans les deux cas. C'est-à-dire que là, on va aller quand même vers une sorte de déconfinement progressif. Et puis, vous voyez bien quand même que les résultats sont positifs. Ah, vous trouvez que les résultats sont positifs, Pascal? C'est-à-dire que le nombre de patients qui entrent en réanimation baisse, c'est incontestable. L'hôpital est moins en tension depuis 15 jours ou 3 semaines qu'au départ de ce mini-confinement, appelez ça comme vous voulez. C'est un fait, on ne peut pas aller contre les faits, monsieur Bonamy. Ah, vous ne voulez pas aller contre les faits? Eh bien, je vais vous donner un fait. La France, actuellement, on est à 45 000 morts du Covid-19. Oui. L'Allemagne, un pays géographiquement et culturellement proche, frontalier, qui a beaucoup moins confiné que nous, avec un semi-confinement beaucoup plus souple, qui s'est terminé beaucoup plus tôt. Nous, on avait déconfiné le 11 mai, ils ont déconfiné le 27 avril. Aujourd'hui, ils sont beaucoup moins confinés que nous, leur économie souffre beaucoup moins. Résultat, 45 000 morts en France, 5 fois moins de morts par habitant en Allemagne. Mais monsieur Bonamy, c'est une catastrophe vous absolue. Ne répondez pour pas à France. ma question. Pour quelqu'un qui a fait Normal Sup, je suis étonné que vous faites un pas de côté. Je vous dis, il y a 3 semaines, lorsqu'on a commencé couvre-feu et confinement, l'hôpital est moins en tension qu'il y a 3 semaines. C'est un fait. Chacun le constate. Alors qu'après qu'on ait mal anticipé, que lorsqu'on fait le confinement, quoi qu'il arrive, c'est parce que déjà on a raté autre chose. Je veux bien entendre cela, mais le confinement sur ces 3 dernières semaines a été efficace. Personne ne le contestera, Martin. Mais il existe peut-être des méthodes plus efficaces. Non, parce que Sandra Buisson est avec nous et je voudrais qu'on parle de Jonathan Daval. Très simplement de vous intéresser, plutôt que de vous intéresser toujours à ce qui se passe dans les réanimations et à ces scènes horribles sur lesquelles les caméras se penchent, si vous regardiez maintenant ce qui se passe dans les scènes épouvantables chez ceux qui sont en faillite, en détresse. Ne dites pas ça à moi, vous savez bien de quel côté je suis. Ou qui se suicident déjà, parce que maintenant il y a déjà des suicides. Donc ce serait pas mal que les caméras, je sais bien que vous êtes d'accord, mais ce serait pas mal qu'aujourd'hui on regarde davantage sur les désastres épouvantables qui sont créés. J'entends bien, mais je rebondissais. Lorsqu'on arrive au confinement, tout le monde est d'accord avec vous, c'est qu'on a raté des choses. Mais il n'empêche que cette séquence-là, personne ne peut nier son efficacité. Mais nous parlons ce soir de Jonathan Daval et je vous promets, on va en reparler avec vous tout à l'heure. Mais il s'est passé quelque chose il y a quelques minutes. Sandra Buisson est en direct avec nous de Vesoul, puisque c'est un rebondissement, ce qui montre là encore l'aspect incroyablement dramatique. J'allais dire, c'est une histoire qui se joue
devant nos yeux dans un procès d'assises. Alors vous savez ce que c'est qu'un procès d'assises. Pas comme celui-là, et je vais vous dire pourquoi j'en ai jamais vu un comme celui-là. Ah bon? Bon. Ah non. En tout cas, Sandra Buisson, Jonathan Daval a fait un malaise après 30 minutes d'audition, c'était il y a moins d'une heure. Il a été conduit aux urgences pour y être examiné et voir s'il pourra comparaître demain. L'audience est suspendue. Sandra Buisson, racontez-nous ce qui s'est passé. Effectivement. Oui, effectivement, l'audience est suspendue jusqu'à demain, jusqu'à ce que le médecin ait pu déterminer ce qui est arrivé à Jonathan Daval. Il s'est senti mal, vous l'avez dit, il parlait, il répondait aux questions du président depuis une demi-heure environ, et il a chancelé avant effectivement de tomber dans les pommes. Et ce sont les escortes qui l'ont exfiltré du box et qui l'ont porté littéralement pour le sortir du box. Il va donc voir un médecin, être pris en charge, et si sa santé le permet, l'audience pourrait reprendre demain à 9h, mais pour l'instant, il faut qu'il soit examiné et pris en charge. Son avocat a expliqué que cette journée avait été très intense, notamment pour Jonathan Daval, avec les prises de parole des différentes parties civiles, les membres de la famille d'Alexia, et notamment la mère d'Alexia Daval. Il y a eu un témoignage très poignant qui a ému énormément Jonathan Daval, qui a